Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. All I can say is we won the fucking day. Donald Trump is still our president. Je ne vous ferai pas ici l'affront de me lancer dans un constat amer sur l'état du débat public, en permanence miné par des polémiques moisies et pollué depuis quelques années maintenant par des voix et des idées qu'on pensait vouées à rester à la périphérie des discussions. Des idées issues de ce qu'on appelle en généralisant à grands traits le complotisme. Tout ça est bien connu, bien identifié, bien balisé par de nombreux travaux journalistiques entre autres. Ceci étant dit, il reste énormément de zones à creuser. Par exemple, si on prend ne serait-ce que l'une des chapelles complotistes les plus visibles et les plus puissantes, celle de QAnon, cette théorie qui veut que le pouvoir aux États-Unis soit secrètement manipulé par un groupe de pédophiles satanistes dont Hillary Clinton et bien d'autres figures démocrates seraient des membres actifs et démoniaques, et dont Donald Trump, l'ex-président américain, serait le pourfendeur, le seul à même de lutter contre ces forces obscures. Cette théorie qui a viré à la secte et qui a joué un rôle décisif dans l'invasion du Capitole en janvier de l'an dernier, cette théorie donc est alimentée régulièrement par les révélations en ligne sur différents forums d'un mystérieux personnage, Q. Q qui se présente comme étant un agent secret détenteur d'infos confidentielles en lutte lui aussi contre les monstres qui gouvernent en secret l'Amérique. De nombreuses enquêtes ont tenté de pister ce fameux Q, de trouver qui se cache derrière tout ça. S'agit-il d'un proche de Trump lui-même, d'un ex-général de l'armée, d'un internaute lambda embarqué dans un jeu de rôle malsain? Les pistes se sont resserrées récemment, grâce notamment à une équipe de chercheurs français que je vous propose de rencontrer dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Florian Cafiero et Jean-Baptiste Camps forment donc ce duo qui, à la demande du New York Times, a pisté ces derniers mois en parallèle à une autre équipe de chercheurs suisses, le fameux Q. Le premier, Florian, est statisticien au CNRS, le second, Jean-Baptiste, est maître de conférences à l'École nationale des chartes, où ils enseignent tous les deux. Ils ont parfois été qualifiés de détectives linguistiques, car c'est une de leurs spécialités, la traque de la paternité des œuvres et l'identification des auteurs via les outils numériques, et une science très spécifique qu'on appelle la stylométrie. Ils ont par exemple par le passé utilisé ces techniques qu'ils vont nous détailler pour confirmer la paternité des œuvres de Molière. Alors petit détail technique, Jean-Baptiste enseigne ce semestre à l'université de Venise, il a donc fallu improviser une sorte de duplex pour les avoir tous les deux. Je pense qu'il n'est pas connecté encore. Ça fait le petit bruit de comme quand c'est pas connecté. Ah là ça c'est la bonne sonnerie. Voilà. Ah Jean-Baptiste. Bonjour. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Faut trouver le casque et tout. Oui. Parfait, je suis prêt. Ah là là. Allez. On va s'en sortir. On va réussir cette interview à distance. Il n'y a que les Alpes qui nous séparent finalement. Et une fois les réglages parés, on a pu parler de leur découverte et surtout de leur méthode de travail. C'est Jean-Baptiste Camps qui le premier les détaille pour nous autres néophytes en matière d'enquête linguistique. Peut-être pour expliquer vraiment le principe de base sur quoi reposent toutes les méthodes d'ordre stylométrique, c'est une question de compte des occurrences de mots. C'est-à-dire le principe c'est de compter des mots ou d'autres propriétés linguistiques et à partir de ces comptes-là, de chercher à reconnaître le style, à comparer des échantillons de texte et à identifier des auteurs. Concrètement, ce qu'on va chercher à faire, c'est à identifier des propriétés qui sont d'ordre vraiment purement stylistique et pas liées au contenu ou au thème des textes, mais qui sont révélatrices des particularités individuelles du style, ce qu'on appelle l'idiolecte en linguistique. Donc les propriétés les moins conscientes et les possibles et les moins variantes entre les différents écrits d'un même auteur. Et on va ensuite les quantifier, compter leurs occurrences et à partir de ça, on va pouvoir calculer des distances, des angles, toute une géométrie pour comparer des textes et identifier des nuages de textes ou d'extraits qui fonctionnent ensemble et qui peuvent être tracés vers le même auteur. Se greffe là toute une gamme de méthodes statistiques, d'intelligence artificielle, etc. Mais le principe de base, c'est celui-ci. Dans le cas de QAnon, l'avantage qu'on avait,
Alors l'avantage et l'inconvénient. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait une liste de suspects qui nous a été fournie. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des enquêtes journalistiques qui ont été produites depuis ces différentes années par des journalistes. Il y a des journalistes de NBC qui ont beaucoup travaillé dessus. Il y a eu une longue série de reportages. Il y a une série documentaire sur HBO de Cullen Hobach qui mettait en avant des suspects. Donc on a pu travailler sur une liste de suspects identifiables. C'est pas toujours le cas. Quand on travaille sur des sources historiques et qu'on se demande mais qui a bien pu écrire tel texte médiéval, parfois en fait on a le choix entre anonyme 1, anonyme 2, anonyme 3, anonyme 4. On peut pas repérer la patte spécifique d'une personne, on peut juste dire tiens, ces textes-là, ils ont l'air d'avoir été écrits par la même personne et ceux-là viennent d'un autre paquet et qui l'a écrit? Personne. Et un petit peu comme en peinture, on doit se dire ça c'est le maître de tel texte, voilà, mais on peut pas mettre de nom dessus. Là, on pouvait. À partir de là, le plus gros du travail, fondamentalement, c'était d'aller retrouver des textes de ces personnes-là. La plupart des suspects, y compris des suspects au sens large, c'est-à-dire les suspects au sens de ceux auxquels les adhérents ou les sympathisants, disons, parce qu'adhérents ça veut rien dire, mais les sympathisants de QAnon croient, bien, la plupart de leurs comptes sur Internet, sur les réseaux sociaux, avaient été supprimés. On ne retrouve plus le profil Twitter de Donald Trump, on ne retrouve plus le profil Twitter de ses plus proches conseillers, on retrouve encore moins les profils sur les réseaux sociaux des principaux suspects qui nous ont été donnés, soit parce qu'il y a eu une modération après l'attaque du Capitole où les plateformes ont tout supprimé, soit dans certains cas parce qu'il y a eu des petits moments de paranoïa aussi de ces personnes qui se sentaient surveillées. Après l'enquête de NBC, justement, un des suspects a effacé son profil Facebook en urgence, et puis on leur dit ça sert à rien, on a fait des captures d'écran, alors il a effacé encore plus de contenu, etc. Donc c'était très difficile pour nous d'essayer d'avoir du texte de la part de ces gens-là. Donc la première enquête, elle est vraiment de l'ordre du petit détective numérique où on a essayé de rechercher les traces qu'on pouvait avoir, les livres qui étaient parus sur le sujet, mais aussi des PDF qui ont été ou des petites notes qui avaient été prises sur des sites par des sympathisants au fur et à mesure de l'avancement du mouvement, où on peut lire un petit peu toute cette histoire de QAnon et on peut commencer à retrouver des textes ou des URL qui nous mènent vers des contenus encore en ligne de ces gens-là. Ensuite, la deuxième étape du travail, une fois qu'on a fait toute cette petite enquête qui a pris quand même vraiment du temps, parce que pour nourrir une intelligence artificielle et pour lui permettre de reconnaître le style de quelqu'un, il faut quand même beaucoup de matériaux. Oui. Ça consomme plus, disons, on va dire, de matériaux que d'autres méthodes. Après ça, il fallait essayer de voir si les textes qu'on avait étaient bien des textes originaux, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas en train de citer quelqu'un ou de plagier quelqu'un. On ne veut pas les retweets de telle ou telle personne, on ne veut pas les citations Q, par exemple, cite beaucoup. Il y a tout un tas de textes qui ne sont pas lui et qu'il fallait pouvoir enlever. Évidemment, des citations de Trump. Voilà. Mais au-delà de Q, tous entre eux, soit se citent, soit citent Q, soit citent Donald Trump, le général Michael Flynn, qui était très brièvement l'aide de camp militaire de Donald Trump. Toutes ces figures d'autorité, ce mouvement-là les a en commun et il faut utiliser des petites techniques de ce qu'on appelle l'alignement de séquence, un petit peu comme en génétique, où vous essayez de regarder quand vous avez plusieurs acides aminés agencés de la même manière qui s'enchaînent. Là, c'est un petit peu la même chose. On va regarder si les caractères s'enchaînent de la même manière. Et on a des algorithmes pour ça. Et puis, on va voir ensuite s'il s'agit bien de passages où il y a une citation ou si c'est juste un hasard, parce que parfois, on peut utiliser le même mot par hasard. Je dis bonjour, vous dites bonjour. C'est pas un emprunt, c'est pas une citation, c'est pas un hommage. Voilà. Et puis la dernière étape, en effet, c'est une fois qu'on a ces textes et qu'on sait qu'ils sont bien écrits par leurs auteurs, le but du jeu, c'est d'apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître le style de chaque personne. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'expose à beaucoup de textes d'une personne et ensuite on l'entraîne. Quand on voit qu'elle réussit bien à reconnaître un texte, alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend un texte où on a enlevé le nom de l'auteur et on lui dit alors, ça c'est de qui ?
Et puis alors, hein, c'est un petit peu comme entraîner un chien à reconnaître, c'est pas quoi, des drogues ou quoi que ce soit. On l'expose à plein de substances, puis il fait non, là, il n'y a rien de spécial. Et puis, ah, là, c'est une drogue. Et hop, il aboie devant. J'ai failli aboyer dans le micro. Mais c'est un petit peu la même chose. Mais là, ça, pour moi, c'est du Ron Watkins, c'est ça. Non, ça, pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc, on lui apprend ça, on teste ça jusqu'à avoir la fiabilité la meilleure possible. Je crois que dans les derniers calculs, on est en moyenne à 98% de performance, ce qui était satisfaisant, disons. Et du coup, à partir de là, on peut donner des morceaux des textes de Q à l'intelligence artificielle et elle évalue ce passage-là de qui c'est. Ce passage-là, ça c'est un tel. Et maintenant, je décale le petit passage qui suit. Ça pour moi c'est d'un tel. Et on résume toute cette information et on arrive du coup au résultat qu'on a fini par publier et qui concordait avec le résultat de l'équipe suisse. L'avantage de ce résultat, c'était qu'en effet, il donnait un résultat qui était très cohérent avec autre chose que le calcul, parce que, encore une fois, il ne faut pas prendre ce type de démarche comme une rivalité ou comme une manière de remplacer l'enquête journalistique traditionnelle ou d'autres enquêtes historiques traditionnelles, etc. Mais par contre, on pense que ça la complète, que ça lui donne une autre force aussi, puisqu'on a d'autres arguments à apporter pour trancher entre les différentes théories qui étaient nombreuses, plus ou moins sérieuses, mais nombreuses en tout cas, autour de qui avait pu être le ou les auteurs de Q. Et il y a en effet un moment vraiment qui était vraiment très impressionnant, c'est cette rupture, disons, dans le style. Il y a un moment où on voit la signature, donc chez nous, de Ron Watkins augmenter, et ça tombe véritablement sur un moment qui est vraiment un changement qui a été annoncé par l'autre personne, Paul Ferber, qui dit à ce moment-là, c'est le dernier poste du vrai Q, et à partir de là, c'est un imposteur. Et quand le calcul tombe pile poil là-dessus, il y a quelque chose, disons, où on se dit tiens, quand même, ça n'a pas l'air d'être absurde ce qu'on raconte. Alors, peut-être on peut dire un mot donc des deux personnages qui se seraient, si on suit les conclusions et des enquêtes et donc de votre enquête à vous, qui se seraient relayés derrière Q. Qui sont-ils et comment est-ce que leur style les différencie? Le premier candidat qui nous paraît le plus suspect pour avoir écrit le début des posts de Q, c'est un Sud-Africain du nom de Paul Ferber, quelqu'un qui a été un parcours dans le domaine de l'informatique, qui s'est pris de passion pour de plus en plus de théories du complot, qui du coup aurait pu écrire au début. Alors il a écrit, on a pas mal d'informations sur comment il a vécu cette période, parce qu'il a écrit un livre sur tous les débuts de Q, dans lequel il analyse absolument chacun des détails, chaque phrase, la réaction de la communauté. Donc il a écrit un livre où il se positionne en tant que lecteur, en tant que fan. Alors bien sûr, il dit absolument, lui il nie absolument avoir quoi que ce soit comme rapport avec l'écriture de Q, c'est absolument pas lui, etc. Et l'argument qu'il donne en réponse aux journalistes du New York Times, c'était très drôle, c'était on a tellement été imprégné par Q qu'on s'est mis à écrire comme lui. C'est vraiment très fort. Moi, j'ai beaucoup lu Molière, je me suis vraiment beaucoup imprégné de lui. Et malheureusement, mes textes littéraires sont toujours désespérément mauvais et mon style est lourd à mourir. Mais lui a réussi. Bon, il faut admettre que le style de Q est un petit peu moins élaboré. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier, Paul Ferber. Le deuxième a un destin qui est peut-être qu'il met plus en vue en ce moment, Ron Watkins. C'est le fils de Jim Watkins qui avait repris, disons, la direction de 8chan, la plateforme sur laquelle les posts de Q ont été diffusés. C'est une plateforme aussi qui a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était la plateforme sur laquelle se postaient tous les contenus les pires de l'Internet, néo-nazis, pédophiles, tout un tas aussi d'acteurs des différentes fusillades, les attentats de Christchurch. Voilà, c'était vraiment un forum très particulier. Et ce Jim Watkins, donc, qui est le papa de Ron, Jim était aussi dans la liste des suspects, mais ça n'a pas du tout l'air d'être lui. Et Ron Watkins,
il a, disons pour lui, à la fois peut-être une sorte de mobile, c'est-à-dire qu'à force qu'on l'ait accusé d'être derrière une plateforme de pro-pédophiles, etc., est-ce qu'il n'a pas trouvé amusant de dire les vrais pédophiles, c'est pas nous, les pédophiles, c'est les élites satanistes, Hillary Clinton, George Bush, etc. Est-ce que c'est pas un des débuts du narratif? Ça pourrait être assez drôle que ce soit l'un des mobiles. Et puis, il a, disons, aussi beaucoup parlé, évidemment, de fraude électorale. C'est quelqu'un qui a été extrêmement mobilisé, par exemple, par la campagne de Donald Trump au moment des élections présidentielles. Et il a été littéralement appelé en tant que spécialiste technique par des avocats de Donald Trump à la barre pour témoigner qu'il y avait eu fraude, etc. Donc c'est quelqu'un très engagé là-dedans et qui se présente aujourd'hui au Congrès américain pour se faire élire dans l'Arizona et qui cherche l'assentiment aujourd'hui des électeurs les plus conservateurs du Parti républicain dans cet État. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, disons, transformé cette notoriété qu'il a autour de Q, parce qu'en effet, c'est un nom qui a été quand même notamment très avancé, celui de son père et le sien sont des noms qui ont été très avancés depuis les premières enquêtes et qui est vraiment très mis en avant depuis le fameux documentaire de HBO. Et qui en effet ressort de manière notable pendant une large partie. Ce qui est intéressant de noter, comme le disait déjà Florian tout à l'heure, c'est la présence d'une rupture stylistique majeure à un moment de ce corpus des Q-Drops. La méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode qu'on appelle de stylométrie roulante, c'est-à-dire qu'elle roule sur le texte du début à la fin, tranche par tranche, et qu'elle analyse toutes les séquences successives du texte pour essayer de localiser des ruptures. Et en fait, il y a une espèce de rupture en deux temps qui a lieu au bout quelque chose comme le premier tiers du corpus en volume, où à un moment, il y a un signal qui commence à descendre et un autre qui commence à augmenter, puis les deux signaux autoriaux se disputent un temps, et puis il y a une période d'effondrement de l'un et l'autre se maintient ensuite. Donc ça peut s'interpréter comme éventuellement un premier auteur qui commence, une phase d'interférence, peut-être de compétition ou de collaboration entre les deux, et puis ensuite l'autre qui prend le relais du premier. Là où ça devient intéressant, c'est que ces ruptures stylistiques correspondent à des ruptures on va dire qu'on connaît par des critères externes, à correspondre à des changements de plateforme, au passage de 4chan à 8chan sur le forum tenu sur 8chan par Paul Farber, et puis ensuite deuxième rupture, celle où le premier signal s'effondre, le dernier post identifié par Paul Farber comme étant celui du Q original. Donc ça, disons que le style vient être corroboré par des éléments externes, et ça c'est un élément qui renforce un petit peu l'analyse. Alors ensuite, en termes d'éléments descriptifs de ces deux styles, il ne faut pas s'attendre à des choses qui soient parlantes vraiment d'un point de vue thématique, puisque comme je l'ai dit au début, vraiment ce qu'on cherche à repérer, c'est des éléments le moins conscients possible, les plus grammaticaux, les plus structurels possibles de la langue. Pour faire ça, il faut encore qu'on ait le corpus qui s'y prête. On a eu quelques difficultés pour certains des auteurs, parce que notamment pour Paul Farber, au début, on avait uniquement des communications d'ordre privé qu'il avait avec différentes personnes, ou des registres de ton assez libres dans lesquels il laissait cours à un langage vraiment assez vulgaire et raciste. Donc Q ne parle pas du tout comme ça, et c'est des éléments qui sont assez faciles à polisser ou au contraire à parodier. Donc on a dû trouver d'autres sources pour Farber permettant d'avoir un corpus qui soit plus équilibré, et on arrive à identifier ensuite ce qui sont vraiment des propriétés de style plus profondes. Donc il y a des différences entre Farber et Watkins là-dessus. Par exemple, Farber utilise plus souvent he, had ou was, le verbe être au passé. Il évite certaines autres tournures. Ron Watkins, lui, utilise beaucoup anybody. Il a une tendance à oublier les apostrophes dans certaines séquences comme can't, won't, want, etc. Donc c'est des éléments comme ça qui sont vraiment graphiques, grammaticaux, qui permettent de caractériser leurs deux styles. Styles qui sont par ailleurs relativement pauvres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une grande densité stylistique. On n'est pas dans du Mallarmé ou du Corneille, hein. C'est de la langue un peu télégraphique,
forum, quoi, avec cette particularité pour Q de ce qu'on a appelé ce style socratique, ce qui n'est pas très très gentil pour Socrate, mais cette manière de poser des questions du type Why Barack Obama? Why was he here? What was he doing? Why New York? Etc. Ce genre de manière de procéder par, non pas par accusation, mais par soupçon. On calomnie pas forcément directement, mais on essaye de soulever une impression de quelque chose de néfaste et de funeste en train de se produire, juste simplement par des questions. Donc ça, ce sont des éléments particuliers du style de Q, qu'on ne retrouve pas forcément dans les communications directes des autres, mais par contre, dans ce style de Q, on va retrouver des éléments grammaticaux successivement qui rapprochent de Ferber, par exemple fréquence de was, et puis de Watkins, par exemple la fréquence de anybody. Et c'est comme ça qu'on repère ces trois périodes, enfin ces 2 ou 3 périodes dans le style de Q. Malgré tout, si on regarde nos dernières analyses, c'est peut-être une petite limite, c'est qu'on a parfois des pics secondaires par d'autres candidats qui sont très très localisés sur quelques mots et qui correspondent parfois à des problèmes de corpus ou à des problèmes thématiques qui peuvent parfois un peu interférer, c'est-à-dire que il y a un moment, Q va adopter une forme de style très emphatique qui évoque la Constitution, les pères fondateurs, etc. Et ça va un peu artificiellement ou peut-être volontairement de sa part le rapprocher du style du général Flynn, qui lui a justement ce genre de style très emphatique. Puis à un autre moment, on va parler peut-être d'Israël, et ça va rapprocher un peu artificiellement, d'une manière très très localisée, du style d'une des journalistes qui est journaliste amatrice qui est dans le corpus et dont c'est une des lubies aussi. Et donc voilà, il y a des rapprochements qui se font ponctuellement comme ça, mais qui ne viennent pas infirmer les grandes tendances stylistiques qu'on remarque à l'échelle de l'ensemble du corpus. Une logique qui a l'air quand même assez fondamentale chez Q, à partir du moment où on souscrit à l'idée visiblement de plus en plus empiriquement fondée que Q n'est pas un agent secret, mais disons quelqu'un qui cherche à se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou parfois pour un collectif. C'est les différents pics dont parlait Jean-Baptiste, ça m'a l'air de aussi beaucoup traduire une logique d'imitation. On peut dire que c'est aussi une volonté très consciente d'alimenter la rumeur selon laquelle tout ça est un collectif proche de Trump, etc. Et ça aussi, disons que ça collerait assez bien avec ce qu'on sait par ailleurs par les enquêtes de la personnalité d'un des auteurs de Q. Par exemple, Ron Watkins a répondu à cet article du New York Times sur son Telegram et sur son Gab. Et il a répondu en faisant un magnifique sonnet à la manière de Shakespeare, qui prouvait bien qu'il est capable d'écrire comme Shakespeare et que ça ne prouvait pas qu'il était William Shakespeare. Not once, nowhere was I involved with Q. Real truth is hard for leftist sheep to see. Their claims are not substantial in my view. All lies they spread are spread with utter glee. This sonnet wrote in style of old is clear. Where does it prove that I am Bill Shakespeare? Ah oui, c'est très très beau, oui. C'est de la grande poésie, et on a tout de suite l'illusion effectivement que c'est du Shakespeare ou pas du tout. En tout cas, ça révèle un certain goût de l'imposture et du pastiche chez qui l'a produit, et qui est peut-être aussi une manière de faire peut-être quelque chose qu'il aurait pu pratiquer en tant que Q aussi. Florian en parlait à l'instant, cette tendance à imiter Flynn, imiter Bannon, etc. C'est aussi un aveu de culpabilité ensuite de vouloir se prendre pour Shakespeare et de croire qu'on est tellement bon qu'on réussit à faire vraiment du Shakespeare, quoi. Ce qui est, en termes de modestie, se pose un peu là. Donc on a commencé à évoquer un peu les réactions des uns et des autres à ces enquêtes. Donc tout le monde nie pour l'instant être Q. J'imagine que c'était assez attendu, que vous n'attendiez pas forcément à ce que tout le monde reconnaisse d'un seul coup. Et ça rejoint un sentiment que moi j'ai eu en lisant cette enquête et en lisant lisant et regardant les autres enquêtes. Vous parliez tout à l'heure, Florian, de la preuve empirique qui se fait de plus en plus forte autour de la personnalité de Q. Et je me disais, en regardant tout ça, que finalement, est-ce que ces preuves-là auront
résonance auprès des gens qui sont déjà embarqués dans cette histoire tellement décollée ou décorrélée de la réalité et donc forcément de la science, de la preuve solide, tangible, qui sont embarqués dans QAnon et qui donc de toute façon ont un peu perdu prise avec la réalité, qu'elle soit scientifique ou journalistique. Le problème avec les croyances les plus radicales, et ça dépasse très largement QAnon, ça vaut pour n'importe qui est parti très loin dans des dérives sectaires ou qui est passé à l'action radicale, violente, à cause de telle ou telle croyance politique, religieuse, etc. On sait que revenir d'une position comme celle-là, c'est soit impossible, soit extrêmement long. Et ça se fait généralement soit par une prise de conscience radicale, très rapide, etc. Mais c'est très rare. Mais généralement, on sort de ça de la même manière qu'on y est rentré. On rentre généralement dans ce type de croyance en acceptant quelque chose d'un petit peu plus radical et encore un peu plus et encore un peu plus et encore un peu plus. On ne va pas directement croire que la Terre est plate. On commence par s'opposer à tel ou tel morceau de la réalité scientifique et puis on va de plus en plus loin. Voilà. De la même manière, quand on en ressort, on peut faire des petits pas de côté, mais probablement pas en effet se réveiller d'un coup. Et je suis en effet absolument persuadé que les adeptes les plus convaincus de QAnon vont absolument pas croire en notre histoire ou en celle des Suisses ou en celle de HBO ou en celle d'absolument personne. En plus, on est publié dans le New York Times, donc qui est un antre absolument connu de pédophiles satanistes, etc., comme on nous l'a dit déjà régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, évidemment que si on pense que tout ce monde-là est contaminé par les complots de l'État profond, on ne va pas prendre ça comme une source intéressante. Maintenant, il y a aussi tout un tas de personnes qui sont probablement moins visibles, qui se manifestent pas forcément autant, mais qui sont dans un espèce d'entre-deux. On l'a vu au moment du Capitole. Beaucoup disons, d'adeptes de QAnon ont commencé à voir leurs croyances s'effriter. On dit, mais mon Dieu, on nous a prédit que Trump allait gagner l'élection, bon finalement il la gagne pas, bon alors finalement c'est fait exprès qu'il la perde, mais il va revenir la semaine d'après, il va gagner son procès, ah non il gagne pas les procès, il va y avoir des hélicoptères qui vont arriver le jour du Capitole, Mike Pence va faire quelque chose. On essaie toujours de créer une théorie plus absurde pour justifier le réel, puis au bout d'un moment... les internautes commençaient à se rebeller contre les personnes qui relayaient cette théorie et commençaient à mettre mais en fait on s'est moqué de nous, vous êtes vraiment des imposteurs, vous êtes les pires, etc. Et il y a eu beaucoup de retournements et aujourd'hui encore pas mal de gens qui sont dans un espèce d'entre-deux. Le moment où on est encore un peu sonné, on se dit non mais c'est quand même pas possible que je me sois fait avoir pendant autant de temps. Et peut-être que ça, c'est une modeste contribution supplémentaire à l'édifice des preuves empiriques qui sera dur de nier. C'est-à-dire, bah oui, Trump n'a pas été réélu. Ah bah bon, bah oui. Ah mais Q alors, mais je suis sûr que c'était quelqu'un. Et puis là, on voit, bon, bah là, quand même, le reportage, ça a plutôt l'air d'être ce Ron Watkins. Et puis, ah mais il y a d'autres gens, ils calculent, ils disent c'est Ron Watkins et puis un autre gars. Je suis persuadé que l'impact sera modeste, mais je pense que ça contribuera aussi, bien sûr, il ne faut pas être naïf, mais que ça contribuera aussi à peut-être ramener une partie des hésitants un petit peu plus vers le réel, mais c'est évident qu'on n'est pas naïf au point de croire qu'avec deux calculs, on va ramener les croyants les plus radicaux vers nous. C'est un peu éclairant d'envisager QAnon comme une religion ou une secte, c'est-à-dire que pour les vrais croyants, il y a des dogmes de la foi et peu importe si le réel n'y correspond pas et si on représente toutes les formes contradictoires de preuves scientifiques, un peu comme les créationnistes, on peut leur montrer des fossiles, ils vont vous dire que c'est Dieu qui a créé la Terre, que la Terre a quelques milliers d'années et que les fossiles sont placés là par les scientifiques pour faire croire à leur théorie fausse de l'évolution. Donc je pense que c'est un peu le même genre de rapport. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de militer pour l'enseignement de théorie de l'évolution, qu'il ne faut pas arrêter de faire de défendre la science, etc. Quelque part, on intervient dans un match qui est un match de fond. On n'ira peut-être pas directement récupérer les joueurs du camp adverse. Par contre, on peut essayer de peser dans ce match et notamment autour de la vaste majorité des gens qui sont ni chez QAnon, qui savent pas très bien ce que c'est, ni dans le camp d'en face, mais qui entendent les messages qui passent dans les médias et qui auront peut-être des éléments supplémentaires de rationalisation du débat.
et de transformation de QAnon entre un truc mystérieux circulant sur Internet et un objet d'étude sociologique, historique, rationnel, dépassionné, avec derrière des noms, des personnes qui ont des intérêts, qui jouent concrètement des rôles, des acteurs, etc. Donc dans ce sens-là, ça peut avoir un rôle. Par contre, je pense pas que faire voir l'étude à un QAnon convaincu avec ses cornes qui s'apprête à aller prendre d'assaut le Capitole, ça le fasse changer d'avis instantanément. Et le résultat de leur recherche, je l'ai précisé au début mais je le redis, il a été publié et présenté dans un article passionnant du New York Times signé David Kirkpatrick, article que je vous invite à lire si vous en avez l'occasion. Merci à Florian Cafiero et à Jean-Baptiste Camps pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.